que dans ce cours-là, on voulait particulièrement décrire ce qui se passait lorsqu'on faisait des réductions d'alcène. Réduction d'alcène, hein, en simple liaison, double liaison, en simple liaison carbone-carbone, hydrogénation catalytique. Et ça, c'est une réaction qui a abondamment été utilisée dans la littérature scientifique et beaucoup étudiée au début des années 1970. Et pourquoi ? Parce que ça permettait de valoriser un certain nombre d'oléfines issus de la pétrochimie et de valoriser ces composés-là, de les transformer. Alors, il y a beaucoup d'applications industrielles, évidemment, qui utilisent ces transformations-là, dans la synthèse multi-étapes aussi. Pour les gens qui synthétisent des grosses molécules, eh bien, les réactions de réduction de double liaison carbone-carbone en simple liaison carbone-carbone sont utiles. Sur les polymères aussi, qui sont polyinsaturés, des polyoléfines, par exemple, on peut les réduire aussi par hydrogénation catalytique. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité industrielle qui peuvent être impliqués et touchés par cette problématique-là. Alors, on avait vu le mécanisme, je me permets de revenir dessus puisque ça va me permettre, vu qu'on a un peu de temps, de faire la transition. Le mécanisme ici, avec une espèce rhodier, dans les conditions de Wilkinson, dans le cas où j'utilise comme catalyseur du rhodium Pfi3 3 fois chloride ici. Alors, il s'agit du rhodium 1, d'un rhodium 1 au niveau de son degré d'oxydation. En catalyse, eh bien, ce catalyseur va réagir avec un des réactifs, ici, qui est la molécule de dihydrogène. Alors, il faut savoir que ce genre de transformation-là, on les fait dans des bombes, dans des systèmes sous pression. On peut travailler on peut travailler à 2 bars, 3 bars, 50 bars, 100 bars, voire plus, de pression d'hydrogène en fonction de la difficulté de la réaction qu'on souhaite effectuer. On peut jouer sur la pression et donc sur la quantité ici de molécules de dihydrogène qu'on va avoir dans notre réacteur. Notre rhodium va faire une addition oxydante dans la liaison HH ici de la molécule de dihydrogène pour former ce dihydrure de ruthénium. Ici, on passe à un complexe de rhodium avec ces 3 ligands L qui sont des ligands triphénylphosphine. On a les 2 ligands X que sont devenus en fait les atomes d'hydrogène ici, et on a toujours un ligand X qui est le chlore ici, et donc on a du rhodium 3. On a une oxydation rhodium 1 vers rhodium 3. Ensuite, il va y avoir une substitution de ligand L, il va y avoir un échange de ligands entre une triphénylphosphine et le partenaire oléphinique que l'on va souhaiter réduire. Ici, j'ai pris le plus simple de tous les alcènes, à savoir la molécule d'éthylène, CH2, qui va venir s'approcher du métal, se ligander au métal en tant que ligand L. Et dès lors que cette oléphine, ce système pi sera proche du centre métallique, il va pouvoir s'ensuivre une insertion ainsi qu'une addition non oxydante. Alors l'insertion, ça va être l'insertion d'oléphine, de l'alcène dans la liaison rhodium-hydrure ici, donc ce qui va permettre d'avoir le fragment CH2, CH3 en fait, qui va être accroché au rhodium ici. Et on va avoir une addition non oxydante qui va s'établir conjointement, c'est-à-dire que on va avoir un ligand triphénylphosphine qui va venir stabiliser cette espèce rhodier ici, qui va permettre de stabiliser, d'obtenir un complexe à 18 électrons beaucoup plus stable. Enfin, l'expulsion du produit du cycle catalytique se fait par une réaction d'élimination réductrice, ici, où on va avoir finalement production de notre composé réduit, ici l'alcane. D'accord ? Et cette élimination réductrice, elle permet également, dans le même temps, de régénérer l'espèce active du cycle catalytique, à savoir RHCl Pfi3 3 fois. Okay ? Donc ça, on avait vu la dernière fois. Et ça me permet de faire la transition parce qu'on avait terminé là-dessus la semaine dernière, il me semble, que finalement, je vous avais dit que les réductions, elles ont un intérêt encore plus important dès lors qu'on va travailler sur des substrats qui sont dits pro-chiro. Des substrats comme celui-ci.
Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt énorme ici de ces réactions d'hydrogénation catalytique en particulier, tournées vers la synthèse asymétrique. OK? Alors, comment ça marche? Si je réduis cette fonction alcène, après réduction, ma double liaison carbone-carbone ici va devenir simple liaison carbone-carbone. D'accord? On va avoir 2 carbones hybridés sp3 ici, alors que les 2 carbones sur le substrat ici étaient hybridés sp2. On va passer d'une molécule qui est achirale, qui n'est pas chirale, à une molécule qui sera chirale dans le produit de la réaction. Pourquoi elle sera chirale? Parce que cette molécule disposera de 2 carbones asymétriques ici. 2 carbones hybridés sp3 qui chacun posséderont 4 substituants différents. Donc, on va produire une molécule chirale. Et le substrat qui permet de produire ce produit chiral ici, eh bien, finalement, il est dit prochiral. Pourquoi? Parce que moyennant une transformation chimique, une réaction chimique, ce substrat qui est achiral au départ va pouvoir devenir chiral. Et on appelle ça, un mot de vocabulaire ici, un substrat qui est prochiral. Alors, l'idée ici, c'est si je produis une molécule chirale qui présente 2 carbones asymétriques, si cette molécule chirale qui présente 2 carbones asymétriques, si je ne fais rien de particulier, c'est-à-dire que dans la réaction, si je mets RHCl, PFI3 3 fois et dihydrogène, eh bien, finalement, je vais former un composé qui sera racémique. Je vais former un mélange de diastéréoisomères. OK? Donc, c'est-à-dire que j'aurai 25% en gros de chacun des diastéréoisomères. Si je souhaite maîtriser la stéréosélectivité de la réaction, à savoir synthétiser uniquement un seul des 4 diastéréoisomères, eh bien, là, il va falloir que j'utilise un catalyseur qui soit chiral et énantiopur. Et là, je pourrais jouer sur ce qu'on appelle l'énantiosélectivité de la réaction. L'énantiosélectivité de la réaction, ça va être une sélectivité vers la formation d'un seul des diastéréoisomères, ou tout du moins la formation majoritaire d'un des diastéréoisomères. Et l'astuce pour arriver à contrôler ça, c'est d'utiliser des catalyseurs chiro et en particulier ici des ligands chiro du métal. Okay. Alors, des ligands chiro, il en existe pas mal. Alors, je vois qu'il y en a encore qui arrivent à cette heure-là. J'avais dit que je ne les mettrais pas, mais on va attendre qu'ils se connectent. Fluong et Quintan. Désolé. Alors, attendez, parce que là, j'ai un problème. Il faut arriver à l'heure. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, là, c'est pas supportable. C'est pas acceptable d'arriver avec 15 minutes de retard pour un cours. Ça fait bugger encore mon diaporama. Je vous l'ai déjà dit 3 fois. Ça fait le 3e cours. Je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes, mais il faut arriver à l'heure. C'est inadmissible. Surtout de ne pas s'excuser, c'est pas poli. Alors, je reprends. Désolé pour les autres qui étaient arrivés à l'heure. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser des ligands chiro pour contrôler la réaction. Et ces ligands chiro-là, on va voir qu'il en existe beaucoup. Il y a des ligands qu'on peut acheter, qui sont disponibles commercialement, qu'on peut acheter chez les fournisseurs de produits chimiques. Mais vous avez aussi d'autres que vous pouvez synthétiser vous-même. Et il y a beaucoup de ligands, beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent sur le développement de ligands chiro. Alors, ici, sur cette diapositive-là, je vous ai mentionné un certain nombre de ligands, je dirais 3 types de ligands qui sont dits historiques et qui fonctionnent plutôt bien, et des ligands qui présentent différents types de chiralité. Alors ici, d'abord, sur la gauche de la diapositive, vous avez ce qu'on appelle la diope. Ça, c'est une diphosphine, d'accord, qui a un bon ligand pour les métaux de transition, et c'est une diphosphine qui est chirale. Pourquoi? Parce que c'est un composé qui dispose de 2 carbones asymétriques ici. Les molécules de diope, elles sont dérivées de produits naturels, et en particulier, elles sont synthétisées à partir de l'acide tartrique, qui est un produit naturel.
Et ici, on a une chiralité qui est centrée sur les atomes de carbone. Ces ligands-là, les ligands de type SS-diop, ici, ils ont été développés par Henri Kagan au début des années 1970, qui est un chimiste qui travaillait à Orsay, à l'université de Paris-Sud, et qui a fait énormément de choses dans ce travail-là sur le domaine de la catalyse asymétrique. C'était quelqu'un qui a apporté une très grosse contribution dans ce domaine de recherche. Ensuite, vous avez le DIPAMP ici, qui est cette diphosphine, toujours diphosphine qui permettra de ligander un métal de transition. Ici, par exemple, des ligands qu'on appelle bidantes parce qu'ils forment comme une pince pour venir complexer un métal. Alors, le DIPAMP ici, la différence entre ces deux familles de ligands-là, c'est qu'ici, la chiralité, elle est centrée sur l'atome de phosphore. L'atome de phosphore, vous savez, ça peut être un centre de chiralité. Pourquoi? Pour peu que vous ayez 3 substituants différents autour de votre atome de phosphore. C'est le cas ici, puisque vous avez un des substituants, c'est la chaîne CH2, CH2, PAR 2 fois. Un des substituants, c'est un noyau aromatique. Et l'autre substituant, c'est un orthométhoxyphényl. Et vous avez le doublet non liant de l'atome de phosphore qui permet finalement de conférer à cette molécule une chiralité, cette fois-ci centrée non pas sur le carbone, mais sur un atome de phosphore. Donc ça, c'est énormément utilisé, le DIPAMP en hydrogénation asymétrique. Ça fait partie des ligands historiques, mais qui fonctionnent très bien, qu'on peut acheter chez les fournisseurs de produits chimiques. Et enfin, ici, j'ai mis d'autres ligands de type diphosphine, ici qu'on appelle les ligands de type BINAP. BINAP pour binaftyl, ce noyau binaftyl. Ici, ce sont des ligands qui ont été développés, eux, par Noyori, qui est un des lauréats du prix Nobel de chimie en 2001 pour la catalyse asymétrique. Noyori, qui est un chimiste japonais. Et donc, ces composés-là, ils n'ont pas de chiralité centrée. Ils présentent ces composés-là une chiralité axiale. La chiralité axiale, ces molécules, elles sont chirales, puisque si on regarde ces molécules suivant cet axe-là, que j'ai regardé avec l'œil, selon cet axe, sur ces 4 atomes de carbone ici, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle des atropoisomères, c'est-à-dire que l'arrangement dans l'espace de vos 2 plans binaftyl ici que vous allez avoir va faire que ces molécules vont être chirales. Alors, ces ligands-là sont probablement aujourd'hui les plus utilisés en catalyse asymétrique, les ligands de type S-BINAP et R-BINAP, qu'on peut matérialiser comme ça, si on le souhaite. Et ça marche très bien, ces composés-là. Alors, je n'ai pas mis ici, il existe un 4e type de chiralité. Il s'agit de la chiralité planaire. Alors là, ce sont des composés bien souvent dérivés du ferrocène, puisque sur un ferrocène, si on disubstitue un des noyaux cyclopentadiényl, on obtient des molécules qui disposent d'une chiralité planaire. Okay. Alors, le gros intérêt finalement de la catalyse asymétrique, c'est qu'une toute petite quantité de catalyseur chiral va permettre d'accéder à une grande quantité d'un composé qui sera énantiomer enrichi. Exemple d'hydrogénation asymétrique, ici, vous avez ce complexe de ruthénium, ici, un ruthénium OAC 2 fois, bisacétate, et qui est ligandé avec une diphosphine chirale qui est le S-BINAP, ici, dans ce cas-là. Le S-BINAP complexé au métal, ici, avec une charge catalytique de 0,5 mol pour cent, d'accord? Dans le méthanol, vous allez avoir une réduction, finalement, une hydrogénation de la double liaison carbone-carbone ici pour former cette simple liaison carbone-carbone ici. Vous allez avoir 92% de rendement au niveau de la réaction et 97% d'excès énantiomérique, ok, en faveur de cet énantiomère-là. Ici, ça, c'est un exemple de synthèse du S-naproxène, le naproxène étant une molécule anti-inflammatoire qui est administrée à des patients, évidemment, qui sont atteints d'une inflammation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 97% d'excès énantiomérique? Autrement dit, si j'ai 97% d'excès énantiomérique, quel est le ratio de mes 2 énantiomères? Si j'ai 97% d'excès énantiomérique.
quel sera le pourcentage de l'énantiomère majoritaire? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un excès énantiomérique déjà? Ou est-ce que vous voulez que j'explique ce que c'est? Pouvez... Ah, j'ai pas entendu, mais allez-y, je vous écoute. Ah, il y a des interférences, je vous entends pas bien, mais réessayez pour voir. Pouvez-vous expliquer Ouais, je vais expliquer, je pense. C'est ça que vous voulez, j'imagine. Alors, parce que là, je pense que vous avez un problème de son. Je vais expliquer ce que c'est que l'excès énantiomérique. Hop. Alors, l'excès énantiomérique, je vais prendre le crayon. Alors, l'excès énantiomérique. L'excès énantiomérique, on note EE. E.E, c'est le pourcentage de l'énantiomère majoritaire moins le pourcentage de l'énantiomère minoritaire. OK? Autrement dit, si j'ai un EE qui est égal à 97%, cela signifie quoi? Cela signifie que le pourcentage de l'énantiomère majoritaire, il est de combien? À votre avis? L'excès d'énantiomérique, c'est ce qui va caractériser un mélange pour un mélange contenant une molécule chirale pour essayer de savoir quel est le rapport, le ratio des deux. Ici, si j'ai 97% d'excès énantiomérique, quel est le pourcentage de l'énantiomère majoritaire? C'est la question, elle est posée là. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je m'entends. Alors, c'était quoi la valeur là? Vous n'arrivez pas à calculer ça? Vous n'avez jamais fait ça? Est-ce que c'est 98,5%? Tout à fait. C'est ça? Et puis le pourcentage de l'énantiomère minoritaire, c'est le complément pour aller à 100. Hein. OK? La somme ici, elle doit faire, ça doit être égal à 100%. Hein. La somme des deux, ça fait 100%. Okay? Donc, si j'ai 97% d'excès énantiomérique, ça veut dire que le majoritaire, il est présent à 98,5%. Alors, quelles sont les techniques analytiques que je peux utiliser pour mesurer des excès énantiomériques?
Quelles sont les techniques analytiques pour mesurer, en chimie analytique, pour mesurer des excès énantiomériques? La chromatographie. Ouais, alors en chromato, qu'est-ce qu'il faut comme particularité sur ma chromato? Donc ça peut être HPLC en chromato liquide ou CPG en chromato phase gazeuse. Mais il faut quoi pour pouvoir séparer des énantiomères en chromatographie? Ma phase stationnaire, est-ce qu'elle ne doit pas avoir une particularité? Ma phase stationnaire, il faut qu'elle soit chirale et énantiopure pour qu'on ait des interactions. Il faut des centres chirales sur la phase stationnaire. Ouais, phase stationnaire chirale et énantiopure. Ça, c'est colonne chirale. Hein. Ça peut être des cyclodextrines, ça peut être des dérivés de sucre, ça peut être un certain nombre de choses. Okay, et ça vous permet, si votre phase stationnaire, elle est chirale et énantiopure, vos solutés, quand ils vont élever dans votre colonne chromatographique, il va y avoir des interactions diastéréoisomères solutés phase stationnaire qui vont faire que vous allez pouvoir avoir une séparation chromatographique qui sera effective. Okay, donc ça, c'est le premier type. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme méthode en chimie analytique? On peut mesurer le pouvoir rotatoire. Tout à fait. La polarimétrie. Alors ça suppose qu'on connaisse le pouvoir rotatoire de la molécule pure. Et puis ça, on peut le déterminer assez facilement. Attention, cela suppose que l'on connaisse la valeur de l'alpha D d'un des énantiomères purs. Si vous faites un produit pour la première fois qui n'a jamais été synthétisé par personne, cette technique-là, elle ne peut pas fonctionner. Elle fonctionnera uniquement par comparaison avec la valeur de l'alpha D d'un composé pur. Okay, et enfin, troisième point, est-ce que vous avez une autre idée? En RMN? Est-ce que deux énantiomères ont le même spectre RMN? Proton ou carbone? À votre avis, est-ce que deux énantiomères vont avoir exactement le même spectre RMN ou pas? Oui, deux énantiomères ont exactement le même spectre RMN. Deuxième question, est-ce que des diastéréoisomères peuvent avoir des spectres RMN différents? Alors, des énantiomères, ils ont le même spectre RMN, mais les diastéréoisomères, ils peuvent avoir des spectres différents. Et donc, l'astuce, si on veut mesurer
excès énantiomérique, enfin, ou un ratio d'énantiomères en RMN, il va falloir qu'on génère des diastéréoisomères. Alors ça va être avec des agents de dédoublement ou des agents décalants. Agents décalants chiro. Chiro énantiopure. OK? Donc ça, ce sont les différentes techniques qu'on a à disposition au laboratoire pour mesurer des excès énantiomériques. La technique la plus adaptée et la plus utilisée, si on dispose de ça au laboratoire, c'est l'HPLC ou la CPG chirale avec des phases stationnaires chirales. D'accord? Vous avez eu des cours de chromato? Est-ce que vous avez eu des cours de chromatographie? HPLC et CPG, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, déjà. Vous avez eu ça? Alors ici, il suffit de choisir la phase stationnaire pour avoir des interactions diastéréoisomères entre votre soluté et votre phase stationnaire. OK, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que vous avez compris ça, l'excès énantiomérique et puis finalement, comment on fait pour déterminer le pourcentage des deux? C'est pas très vif aujourd'hui, c'est pas très réactif. Bon, je vais finir le cours. Et puis, si vous avez des questions sur le cours, ça va être le moment de les poser. Une fois que j'aurai terminé le cours. Hop. Donc ça, c'est l'hydrogénation. Donc, quand vous voyez, si je reviens ici, effectivement, ça veut dire que j'ai 98,5% de cet énantiomère-là avec le méthyle vers l'arrière du plan et j'ai 1,5% de méthyle vers l'avant du plan. Okay, donc, c'est plutôt très sélectif, finalement, comme réaction. Si j'avais utilisé des ligands triphénylphosphine à la place du BINAP, j'aurais eu combien d'excès énantiomériques? Si à la place de ce catalyseur-là et de ce ligand BINAP, j'utilise PFI3, quelle aurait été la valeur de l'excès énantiomérique? Si j'utilise quelle est la valeur de l'excès énantiomérique? Zéro. Ça aurait été 0 tout à fait, puisque j'aurais eu aucune information chirale sur mon complexe. D'accord? Et ça signifie quoi? Si j'ai 0 information chirale sur mon complexe, ça veut dire que je ne vais pas être capable de discriminer la formation soit du R, soit du S, et j'aurai 50% de chacun de mes énantiomères. Si j'ai 50% de mes deux énantiomères, si j'obtiens un mélange racémique, si je fais 50 moins 50, j'obtiens un EE nul. OK? Parce que je n'ai pas d'information chirale sur mon catalyseur. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que je continue? Bon. J'efface ça. Et je passe à la suite. Ça rebug. Je passe à la suite.
Alors, le cours est fini, hein, mais si vous avez des questions, il faut les poser maintenant, hein. Pas du tout de questions? Eh ben, s'il n'y a pas de questions, on va faire des TD. Alors, maintenant, on va regarder ensemble, pardon, un certain nombre de points. Je n'arrive pas à déplacer ça. Alors, l'exercice ici, ça va constituer à travailler sur le formalisme de Green. Okay. Donner la structure. M, L indice L, X indice X, Z, Z, avec la charge Q des complexes suivants. Alors, j'ai un certain nombre de complexes ici. On va parler de RU, CO 4 fois, SI ME3. Donc, il faut donner sa structure. On a quoi? RHCP. CO. PFI3. Ensuite, on a un complexe de cobalt. CN 4 fois état 3 allyle. Et enfin, on a un complexe de fer. État 5, C5H5. Alors, je vous laisse réfléchir un peu sur ces 4 complexes. Et puis après, on continuera avec autre chose. Alors, le premier, est-ce que quelqu'un a une idée pour le premier? Le premier, c'est MN4X. Alors, le premier,
serait de type, vous m'avez dit, M, L4, X. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, Oui, d'accord. monsieur. Ouais, je suis d'accord aussi. Les ligands CO, ce sont des ligands L. Et le ligand SI-ME3, c'est un ligand X. OK, donc on a 4 ligands L et un ligand X. Très bien. Ensuite, le second. Excusez-moi, mais après CO, c'est quoi, monsieur? NLP, c'est quoi? Ça, là, Non, la seconde complexe. c'est CP. C'est ici, là, c'est CP. C'est quoi CP comme ligand? Cyclopentadienne. Cyclopentadienne. Cyclopentadienne, ouais. Donc, c'est RH, CO, CP, PFI3. M, L4, X, Il est M, L4, L4, X. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. Alors, CO, c'est un ligand L. PFI3, c'est un ligand L. Et CP, c'est XL2. D'accord? Donc, au global, nous avons ici des complexes de type ML4X pour les deux premiers exemples. Pour le troisième exemple, on a quoi? Pour le complexe de cobalt, là. Eta 3 aline. Est-ce que c'est anion aline? J'ai pas compris. Excusez-moi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que Eta 3 aline, c'est anion aline? Ah, c'est pas l'anion. État, c'est quoi? Ça s'appelle comment, ça? État 3, là. C'est l'apticité. Et ça veut dire quoi, le 3? MN5X. Non. Le troisième est MNX5. MLX5, je suis d'accord. Pourquoi? Les ligands CN, c'est des ligands X. Et état 3 allyle, c'est LX. OK, on va peut-être dessiner les complexes, là, parce que je vais dessiner celui-là, là. RU, CO 4 fois. SI-ME3. Donc ça, c'était facile. Le complexe de rhodium, ensuite. Je vais le dessiner ici. Il est ligandé avec un cyclopentadiène. Autrement dit, vous allez avoir cette complexation-là. Vous allez avoir une liaison sigma avec un des carbones et vous allez avoir, qui va être le ligand X, et vous allez avoir les deux systèmes pi du cyclopentadiène qui vont se ligander au rhodium. Et vous avez CO, PFI3. Sur ce complexe de cobalt, ensuite. Complexe de cobalt, il est CN
4 fois. Et il est état 3 allyle. Gomme, hop, voilà. État 3 allyle. C'est-à-dire que c'est un ligand LX. Autre manière de dessiner un CP, CP, je peux le dessiner comme ça aussi. Je ne sais pas si vous avez revu votre cours, je peux revoir, mais on a vu les différents ligands. C'est la même chose. Au même titre que pour le complexe de cobalt, je peux le dessiner de cette manière-là aussi. OK? C'est la même chose. Donc, il est bien LX, mon ligand état 3 allyle, et mon ligand cyclopentadiényl, il est bien L2X. Est-ce que ça va mieux quand vous les dessinez là? OK, ça va mieux pour le état 3 allyle? Alors, le dernier, il est quoi? MN5X. Ouais, ML5X. Ici, on a 3 ligands L. Et ça, état 5H5, c'est une autre manière d'écrire le ligand cyclopentadiène. D'accord? Autrement dit, mon complexe de fer, je peux le dessiner ici. Je peux le dessiner comme ça, et c'est CO 3 fois. OK? Alors, l'apticité ici, on dit que l'apticité de état 3 allyle, elle est de 3 parce que les 3 atomes de mon ligand allyle, ils sont impliqués dans les liaisons métal-ligand. De même, état 5, c'est 5H5. Une autre manière de noter le ligand cyclopentadiényl, ça veut dire que les 5 atomes de mon ligand cyclopentadiényl sont impliqués dans les liaisons avec le métal. OK? Y a-t-il des questions avec ça? Ça va, ça? Oui, ça Oui, va, ça va. monsieur. Bon, c'est quoi le NEV de ce complexe-là? On va y venir après, on va faire des petits calculs là-dessus. Alors, on a dit, je vais les redessiner ici. Est-ce que j'ai plus de place? RU, CO 4 fois. SIM est 3. L'autre, c'est RH, CP, CO, FI 3. Et j'avais quoi? Le complexe de cobalt. CN 4 fois. Et j'avais mis état 3 allyle. Et enfin, le complexe de fer.
CO 3 fois. Et à 5, c'est 5H5. OK. Je vais tout redessiner. Donc, on a dit c'est ML4X. Là, c'est ML4X. Là, c'est MLX5. Et enfin, ML5X. Maintenant, si je veux déterminer le NEV de mes complexes, si je veux déterminer le NENL, si je veux déterminer le DO, la coordinance, allez, on va tout faire pour ces complexes-là. On va s'entraîner. Eh bien, comment je fais là? Le ruthénium, il est dans quelle colonne du tableau périodique? 17. Oui, il est dans la 10e colonne du tableau périodique, c'est ça? Ou 8e? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas compris. Le ruthénium, il est dans quelle colonne du tableau périodique? Alors, si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, je pense que vous devez l'avoir sous les yeux, normalement. Oui. 8e. Oui. C'est ça? Donc, je dois ajouter combien à 8 pour calculer le NEV? 2 fois 4. Ouais. Plus. 1. Donc ça fait 17 électrons de valence. 17. C'est bon. Maintenant que je l'ai, je peux aller sur le rhodium. Le rhodium, il est dans quelle colonne? Non. 2 fois 4. Ouais. Plus 1. Ça fait 18 électrons. OK. Le cobalt? Non. Deux. 5. Donc, ici, on est à 16 électrons. 9 et 2, 11, et 5, 7. Et enfin, le fer? Oui. Plus 2 fois 5. 1. Ah, ah, c'est bizarre, ça. 19. Ouais. On va y revenir après. Est-ce qu'il n'y aurait pas une charge à ce complexe-là? Quelle serait sa charge ici? Autrement dit, ici, on n'a pas parlé des charges. OK? Ici, pour l'instant, on a, pardon,
Dans le formalisme de Green, on la met là. Quelle devrait être la charge? Alors là, justement, j'ai fait exprès sur cet exemple-là. Est-ce que c'est possible, 19 électrons de valence? Ma question est simple. Est-ce que c'est possible un complexe à 19 électrons de valence? D'après moi, c'est non, monsieur. C'est pas possible. Donc, ça veut Oui. dire que la charge, elle serait de combien sur ce complexe-là? Non, monsieur. La charge, elle serait de combien? Alors, Soit plus 1, soit plus 2, monsieur. plus 1, oui. Ici, il y a un problème. Donc ça, ici, j'ai fait les calculs. Alors, je vais vous faire un tableau. C'est si Q égale 0. OK? Donc là, on se retrouve avec un problème. Ça veut dire que pour ce complexe-là, ce sera impossible d'avoir un complexe neutre pour ce complexe de fer. La solution, c'est que si Q pour ce complexe-là, si la charge elle est de plus 1, si j'ai un complexe cationique, alors le NEV il sera égal à 18 électrons. Et là, c'est OK. OK? Donc, pour ce complexe-là, autrement dit, il n'existe pas de complexe neutre avec Q égale 0. Ce complexe-là ne peut pas être stable. Ce complexe existe sous forme cationique. OK? Bon, maintenant, comment on fait pour calculer le nombre d'électrons non liants? Oui, moins 1. 8 moins le nombre de ligands X fait 7 électrons. Et ici? 9 moins 1. Ouais, ça fait 8 électrons. Et ici? 9 moins 5. Ça fait 4 électrons. Et enfin, ici, si Q égale 1, attention. Alors là, on peut le calculer, ça fait 8 moins 1. Ça ferait 7 électrons, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le NEV, ça ferait combien avec la Q égale la charge égale à 1? 8 moins 1 à plus 1. OK? Le degré d'oxydation ici, il serait de combien du métal? 1. Plus 1. Il y a un ligand X. La coordinance, 5. ce serait 4 plus 1, donc c'est-à-dire 5. Le degré d'oxydation ici, 1. 1 aussi, plus 1. La coordinance, ce serait 4 plus 1 aussi, ça ferait 5. Le degré d'oxydation ici serait de combien? Plus 5. Plus 5. La coordinance de 6. Et enfin, ici, dans le cas où on a vu, ça n'existe pas, on peut le calculer quand même. Le degré d'oxydation serait de plus 1.
La coordinance, elle serait de 6. Et attention, en réalité, il faut prendre en compte la réalité ici. Hein. Le DO, ce serait combien? Si j'ai une charge de plus 1, le degré d'oxydation, plus 2. OK. Et la coordinance, elle serait inchangée. Pour le coup, on ne change pas. OK, donc du coup, il faut faire attention à ça, à la charge. Du coup, on peut faire un jeu inverse. Quelle devrait être la charge Q de ce complexe-là pour que son NEV soit de 18 électrons? Quelle devrait être la charge Q pour avoir ici Q? J'ai pas entendu, excusez-moi. -1. Ah oui, Q égale -1. Alors, il y aurait un NEV de 18 électrons. Est-ce qu'il serait plus stable ou moins stable, le complexe anionique ici? Est-ce que ce complexe avec Q égale -1 ici, est-ce qu'il serait plus stable ou moins stable que celui-ci avec Q égale 0? Oui. Il serait comment? Plus stable ou moins stable? C'est plus stable. Plus stable, puisqu'il respecterait la règle des 18 électrons. Ici, pour avoir un NEV de 18 électrons pour le complexe de rhodium, si Q égale 0, hein, j'ai déjà le NEV qui est à 18 électrons. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le complexe neutre de rhodium, il est très stable. Dans ce cas-là, le complexe de cobalt, si je veux avoir un NEV qui soit de 18 électrons, il va falloir que ma charge elle soit égale à combien? -1. Non. -2. -2, oui. Alors, Oui. à ce moment-là, le NEV, il est de 18 électrons. OK. Et ici, dans cette, enfin, dans le complexe de fer, on l'a vu, hein, si j'ai une charge de Q égale plus 1, mon complexe, hein, on l'a écrit déjà en dessous, hein, le NEV des 18 électrons. D'accord? Donc, il faut toujours avoir du recul quand on calcule ça. Ça veut dire que quand on écrit des complexes, si on trouve quelque chose qui est supérieur à 18 électrons en nombre d'électrons de valence, c'est que probablement, il manque une charge sur le complexe. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Qui n'a pas compris ça? On va poser la question. Il faut le dire si vous n'avez pas compris. Monsieur, Oui, allez-y. est-ce que la charge de la dernière complexe peuvent-ils être égales plus de monsieur? Alors, le fer 2, c'est peu commun, mais plus 3, oui. Plus 3, ouais, pour avoir un complexe NEV de 16 électrons, c'est possible. Le fer, en termes de degré d'oxydation, plus 2, c'est, ouais, hein, vous pouvez avoir faire Q égale, en fait, ce que vous voulez dire, est-ce que si Q égale plus 2, c'est ça votre question, ou le DO? C'était quoi votre question? C'était Oui, Q monsieur. égale plus 2, c'est ça la question? Oui, monsieur. Si Q égale plus 2, oui, le complexe sera stable, puisque vous aurez un degré d'oxydation de plus 3 au global. Et le fer 3, c'est assez commun comme degré d'oxydation. Oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en faire d'autres pour voir si vous avez bien compris.
pour s'entraîner. Alors, je vais prendre le platine tétrakis, PT, PFI3 4 fois. OK. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre un complexe de titane. TiCP2, CO 2 fois. Je vais prendre un complexe de fer, tiens. Un autre. Fe. Éthylène. CP. CO. Deux fois et on va faire un complexe cationique. Ce complexe-là, et puis ce sera déjà pas mal. Alors, pour ces complexes-là, on va déterminer la coordinance. On va faire un tableau, si vous voulez. On va faire un tableau NEV, NENL, DO et C. Voilà, et puis on va regarder ensemble. On va remplir ça ensemble. Vous pouvez même commenter avec moi le nombre d'électrons de valence pour le platine tétrakis. Pour le platine, ouais, c'est 10 électrons, mais pour le NEV ici. 18. Ça fait 18 électrons. Pourquoi? Parce que ça fait un complexe de type Ml4, 10 électrons pour le platine, 4 fois 2, 8. Ça fait 18 électrons de valence pour ce complexe-là. OK, son nombre d'électrons non liants maintenant. 10. Le nombre d'électrons non liants pour le platine tétrakis, c'est 10 électrons non liants. Comment vous avez calculé ça? C'est 10 électrons apportés par le platine, et puis il n'y a que des ligands L, donc on n'a rien à retrancher. Son degré d'oxydation, 0. c'est du platine 0, et sa coordinance, 4. ouais. TiCP2, CO 2 fois. Ici, hein, si j'écris ici, hop, pardon, ça c'est bien ML4. C'est Ça peut vous aider. 13. Et ici, il sera de quel type ce complexe-là, si ça peut vous aider à les calculer? MN4X. X. On a ici L2X. L. OK. Donc, alors, il aura combien d'électrons de valence? 13. Vous avez trouvé combien? J'ai entendu 13, c'est ça? Oui. Alors, je ne suis pas d'accord. Le titane, il a combien d'électrons?
4, Ouais. Plus 4 fois 2. Ah non, vous avez, c'est pas ça. C'est CP 2 fois, là. Oui, oui. Donc, c'est pas ça. oui. 6, Alors, 4 fois 2, 2 fois 2, 4 et 2, 6. C'est L6, X2. Ici. Ouais. C'est un CP2. OK? oui. Donc, si je fais ça, le titane, vous m'avez dit, il en a 4. 12 et 2, ça fait 18 électrons. 18, Ouais, 18 électrons. 6, Son nombre d'électrons non liants, ce serait combien? 6, Non. non. En fait, le titane, il a combien? 2. 2, Après 2, oui. Parce que le titane en a 4, ça fait 4 moins 2. 4 électrons moins 2, les deux ligands X. OK? Le degré d'oxydation maintenant. 2, Plus 2. Et la coordinance de mon complexe de titane serait de... 4, Non. C'est ML6X2. 8. OK? 6 plus 2. Alors, ici, ce complexe-là, le ligand CP, c'est L de X. Le ligand CO, c'est L. Ce ligand-là, c'est L. Ce complexe serait donc du type M, L4, X, plus 1. OK? Quel est le fer, il a combien d'électrons? Il est dans quelle colonne, le fer? 16, Non. Monsieur, c'est MN5X. Il a 4. Ah oui, L5, Oui, oui. tout à fait. Ouais. Je suis étourdi aujourd'hui. Ouais. Eh oui, vous avez raison. Merci. Il y a 2 fois ici, 2 plus 2 plus 1. Ça fait 5. Okay. Très bien. Du coup, le NEV, il sera de 18 électrons. Okay. Le NENL, 8, non. 7. ah, 6, C'est 6 électrons. Ouais. Le degré d'oxydation, Plus 2. 2, plus 2, ouais. Et la coordinance, 6, tout à fait. OK. Bah là, on s'est pas mal entraîné. Est-ce que vous avez du mal avec ça ou est-ce que c'est quelque chose que c'est bon, vous avez maîtrisé maintenant?
Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai souvent entendu les mêmes voix, c'est bien, il y a des gens qui participent, mais ceux que je n'ai pas beaucoup entendus, est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est le moment de les poser. Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Bon, ben on va faire. J'ai pas de réponse, donc c'est pas très interactif, hein. Je peux pas savoir si vous avez compris ou pas. Si vous dites rien, je considère que c'est acquis, hein, mais si vous avez le droit de dire que si vous n'avez pas compris, hein, c'est pas interdit. Ben, on va faire un autre exercice. On va faire un peu de synthèse maintenant. On va faire l'exercice 2 là. Et puis, cet exercice 2, finalement, c'est regarder qu'est-ce qui se passe si je fais réagir ce composé-là ce composé iodé-là en présence de palladium tétrakis en quantité catalytique, de CUI, de diéthylamine, avec une molécule de TMS-acétylène. OK? Ça va me donner un premier composé que je vais appeler A. Et ensuite, si je fais réagir ce composé-là avec KF dans le méthanol, je vais obtenir un composé B. Et ensuite, si je fais réagir de nouveau du palladium tétrakis, toujours avec mon sel de cuivre, toujours avec ma diéthylamine, mais cette fois-ci, mon autre composé, ben, ce sera ce composé-là, j'obtiendrai le composé C. Okay. Donc là, il faut trouver les structures de A, B et C. Hein. Dessiner les structures de A, B et C. Et il faut représenter le cycle catalytique expliquant la formation de A. OK? Je vous laisse réfléchir un peu. Alors, c'est très bien pour A.
Je suis d'accord avec C, avec B, pardon. Alors, vous n'avez pas laissé beaucoup de temps réfléchir vos camarades, par contre. Hein, ça, c'est. Je vois que vous maîtrisez la chose, mais pour vos camarades, ils n'auront pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Bon. Alors maintenant que vous avez dessiné ça, j'aimerais bien entendre votre voix et puis que vous m'expliquiez, vous expliquiez à vos camarades pourquoi vous avez dessiné ces produits-là et quel type de réactions sont mises en jeu pour former A, B et C. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis parler maintenant. La personne qui a écrit, je ne sais pas qui c'est, mais doit se manifester et parler maintenant en disant, en expliquant quel type de couplage il y a eu dans la première étape. Couplage de Sonogashira. Tout à fait, c'est le couplage de Sonogashira. Et la deuxième étape, c'est quoi? Des protect. Ouais, des protections du groupement triméthylsilyle. Okay. Et la troisième étape? Couplage de Sonogashira. Je suis d'accord. C'est très bien. Alors maintenant, quelqu'un d'autre, pas merci, hein, vous avez bien travaillé. Quelqu'un d'autre peut-il dessiner le cycle catalytique? Est-ce que quelqu'un se lance pour dessiner le cycle catalytique? Donc ça, c'est le pré-catalyseur, ouais. Ah, ça a disparu. Alors ouais, PDP 3 4 fois, c'est le pré-catalyseur. Qu'est-ce qui se passe avec ça après? Ouais. Tout à fait. Ça va évoluer en PDP 3 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'on perd entre les deux là? Moins 2 PFI 3, tout à fait. Et c'est quoi comme type de réaction élémentaire? Élimination non réductrice. Tout à fait. C'est une élimination non réductrice. Donc ensuite, une fois qu'on a généré notre espèce active, c'est très bien. Ça, c'est l'espèce active. Ici, c'est l'espèce active. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Quelle sera la première étape du système du cycle catalytique? Est-ce que quelqu'un prend le relais de votre camarade là, qui a commencé? Je crois que c'est la réaction d'addition oxydante. D'accord, du palladium dans la liaison carbone-iode. Donc, il faut déjà dessiner ici le substrat qui va réagir avec ça, et puis dessiner le complexe ici ensuite. Voilà, ça c'est l'iodé qui va faire l'addition oxydante. Donc après, il faut dessiner le complexe. Que l'on obtient après addition oxydante. Ici, on a dit c'était. Ici, c'est une ENR. Et ici, c'est une AO. Donc là, on a notre palladium avec ses deux ligands triphénylphosphine, je suis d'accord, son iode, et puis sur l'autre substituant, on va se retrouver avec le fragment qu'on souhaite coupler. Ouais, c'est parfait. C'est ça. Donc ici, on a bien une addition oxydante. Hein, Quel est le degré d'oxydation ici du palladium dans ce complexe-là? Quel est le degré d'oxydation dans le palladium? PD, Pfi3 deux fois. 0. Et ici? Plus de. Ouais, on a bien une addition oxydante. On oxyde le métal. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais déplacer ma fenêtre parce que si vous voyez ça, ça ne va pas être facile. Je vais mettre ça là. Et ça ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que quelqu'un prend le relais là? Vous avez quelqu'un qui a un camarade qui a déjà commencé, quelqu'un d'autre peut continuer? Alors merci à la personne qui a dessiné ça, c'est bien, mais il faut continuer maintenant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la suite.
Alors, il faut plutôt représenter ça différemment, hein. Moi, je partirais plus par là. Alors, on va mettre du rose, comme votre camarade a fait ici. Mais à mon avis, ici, va plus y avoir quelque chose comme ça. Dessiner quelque chose ici. Plutôt que de dessiner ça là, il faut le dessiner ça ici. Hmm. Non, il faut arrêter de dessiner par là, là. C'est ici qu'il faut dessiner. Ça, c'est ici que ça se passe. Parce que si vous voulez faire un cycle catalytique, vous n'allez pas partir par là. J'ai dû effacer un truc par inadvertance. Là, vous pouvez continuer, hein. Ici, ouais. C'est bien une transmétallation. Ouais, alors. Mettez-vous d'accord, hein, qui décide. Voilà. Et donc, est-ce que ça se fait tout seul, ça? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose là sur la flèche qui permet de faire l'organocuprate? Pour le passage d'ici à là, avec l'alcine ici, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose là, comme réactif? Ouais, la base. C'est quoi la base là dans ce qu'on a sur notre schéma réactionnel? C'est quoi la base? La diéthylamine, tout à fait. Vous savez que vous avez le droit d'ouvrir votre micro et de parler aussi. Donc là, c'est très bien. On fait la transmétallation. Alors, la transmétallation cuivre-palladium, ça permet de faire quoi comme produit? Ici, alors peut-être quelqu'un d'autre, parce que j'ai l'impression que c'est toujours les deux mêmes personnes qui répondent là. Donc, j'ai l'impression que sur le groupe de 29 personnes, 28 personnes connectées, c'est deux principalement qui travaillent. Les autres, vous avez le droit de travailler aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dessiner ce qu'on obtient là? Le plus dur à faire, il reste un produit à écrire ici et puis la dernière étape ensuite. Alors,
Qui se lance? Par exemple, Koa, on va dire Koa Anne, là que je suis en train de pointer avec mon vous là. Du coup, à vous de décider. Ici. Vous m'entendez? Allumez votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, monsieur. Vous pouvez décider. Ah oui, oui. Ouais, mais c'est toujours la même personne, j'ai l'impression qui décide. Hein. Mais il faut que quelqu'un se lance, on ne va pas rester comme ça pendant 20 minutes, hein, sinon j'arrête là. Et puis, il faut que ce soit. L'idée, c'est que vous participiez. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Si c'est tout.